Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire le débrief de la première partie de la série entre OKC et les Wolves. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes LeVert feet. Oh my! Alors, cette série s'annonçait être le dernier rempart de la conférence Ouest vers la ruée vers l'or, pour le coup, du OKC Thunder, qui est annoncé presque depuis le début des playoffs comme le possible vainqueur, et en tout cas le grandissime favori de ces playoffs. Ils avaient passé le step de Memphis, le step des Nuggets, on vous en avait beaucoup parlé, et on voulait vous faire un débrief sur tout ce qui se passe dans la série contre les Wolves, qui a tourné la nuit dernière quand on enregistre à 3-1 pour OKC, et donc qui a pris une sérieuse option sur la qualification, alors que le match 3 était extrêmement pas du tout disputé, était extrêmement à l'avantage des Wolves, et ça nous avait donné l'impression que la série était relancée. Je crois qu'on a eu le droit la nuit dernière, peut-être au meilleur match en termes de niveau, de pic de niveau de jeu atteint depuis le début des playoffs, et on s'est dit que c'était intéressant d'en parler. Et quand on parle de la conférence Ouest, forcément, on est avec Jérém. Salut Jérém, comment ça va? Bah écoute, ça va, ça va. C'est vrai côté Ouest, on a eu, je trouve, pas mal de belles séries. Et celle-là, elle est vraiment pas dégueu. Dommage, effectivement, que ça ait basculé côté Thunder hier, parce que sinon on aurait été à 2-2 et on aurait potentiellement eu de bonnes chances d'avoir une série qui aille très loin. Mais très beau niveau de jeu et ouais, peut-être un petit peu déçu de l'issue. T'es quand même un vrai gars de l'Ouest, toi d'ailleurs, hein. À chaque fois, je vois, Ouais. t'es plus un gars. C'est marrant parce que il y a beaucoup de gens en Europe qui sont plus des gars de l'Est. Moi, je suis plus un gars de l'Est, hein, honnêtement. Je découvre depuis quelques années l'Ouest, presque. Mais ouais, toi, t'es plus un gars de l'Ouest, j'ai remarqué, et tu suis vachement plus les séries de l'Ouest quand même. Bah, je supporte déjà une équipe à l'Ouest et après, je trouve que la conférence, quand même, a un niveau de jeu qui, moi, me plaît plus. Il y a peut-être eu une ou deux années, cette dernière saison, que j'ai fait exception. C'était peut-être 2021-2022 où je trouvais que pour le coup, l'Ouest avait un peu basculé vers un truc un peu moins quali et où je m'étais beaucoup intéressé à l'Est. Mais c'est vrai que globalement, ouais, je suis plus de l'autre côté, moi. Très difficile Ce quand qui on m'arrange regarde. pas pour regarder les matchs. Ouais, ça arrange pas pour gagner les matchs. Ouais. Très difficile quand on regarde les quatre équipes et les matchs pour l'instant des finales de conférence, de se dire que l'équipe de l'Est a une chance contre l'équipe qui sera finaliste à l'Ouest. On se doute bien que ça va être OKC, mais presque peu importe si c'est OKC Minnesota. J'adore moi la série qu'on voit côté Est entre New York et les Pacers, parce qu'en fait elle est assez sympa et qu'il y a un vrai côté. Il y a un vrai côté avec des points faibles à exploiter, des points forts à exploiter, et c'est très cool. Mais je trouve quand même qu'il y a une différence de niveau entre les deux finales qui est quand même assez notable, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais sur les 10 dernières années, j'ai l'impression qu'il y en a quand même une bonne partie qui bascule à l'Ouest. Mais pas tant Donc que ça, finalement, hein. est-ce que c'est pas que tu... Bah, 2021, 2024 et 2019 sont à l'Est, mais le reste, je crois que c'est tout à l'Ouest, hein. Ah, et Bah, 2016 aussi. Ok. ouais, Ouais. 2016 aussi, 2019, ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez équilibré en fait depuis 2018, quoi. T'es un peu sur 3-3, quoi. Mais en fait, le chemin pour arriver en finale à l'Ouest est tellement plus difficile. Il y a aussi un facteur fatigue qui Tu laisses compte, les plumes, tu ouais. vois, et qui est quand même assez notable. Mais en tout cas, on a le droit à une très belle série entre les Wolves et OKC. Pour rappel, hein, pour ceux qui, parce que le rythme est tellement effréné dans cette finale de conférence, pour ceux qui qui ne se rappelleraient pas, pardon. Premier match qu'on a eu à OKC, je sais pas si on va tant en parler que ça d'ailleurs. Ça a été une boucherie d'OKC qui a détruit Minnesota. Deuxième match, OKC l'emporte par 15 points d'écart dans un match où ils ont été quand même assez nettement supérieurs à Minnesota. Troisième match, c'est Minnesota qui pour le coup alors explose complètement OKC qui a assez vite lâché d'ailleurs à plus 40. Et la nuit dernière, très gros match pour le coup assez serré. Un peu le pic de ce qu'on a vu depuis le début de cette série, avec la victoire finale d'OKC qui doit gagner 2 points je crois, ou 3 points. Euh, au- 28 à 26, ouais. Ouais, c'est de 2 points au final dans un bien beau match. Ce qu'on va vous faire, c'est comme à notre habitude, on va vous faire
Bah un ping-pong, on va passer chacun à notre tour les points qui nous marquent dans cette série et qui nous semblent être décisifs pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Si ça te va, Jérôme, s'il n'y a pas trop d'autres éléments en introduction, bah écoute, je te propose, comme à notre habitude, de te laisser évoquer ton premier point. Alors, tu disais qu'on n'avait pas trop parlé du game 1-2, mais quand même, j'ai envie Allons-y. de revenir un peu sur ce qu'on a vu au tout début. Je crois qu'on a vu un peu ce qu'on craignait de voir pour Minnesota dans la preview. Ouais. C'est-à-dire que ils se faisaient bouffer par des pertes de balles incessantes. Euh, la raquette était complètement inaccessible, que ce soit pour les role-players, mais aussi pour les stars. On a vu Julius Randle, par exemple, très bien fonctionner dans le game 1, mais parce qu'il rentrait énormément de tirs à 3 points. On a vu Anthony Edwards un peu presque passif, il semblait passif, mais en fait c'est juste qu'il arrivait rien à trouver dans le game 1. Et du coup, les Wolves, ça remettait énormément au tir à 3 points. Et là, après, c'est toujours un petit peu délicat. Sur les 2 premiers matchs, c'est pas très bien rentré. C'est moins catastrophique que ce qu'on a vu dans la série d'avant entre le Thunder et les Nuggets, mais ça restait quand même très mauvais. Et donc, on a un offensive rating absolument dégueulasse des Wolves à 92, je crois, dans le premier match. Et c'est un peu mieux dans le deuxième match parce qu'Anthony Edwards a commencé à trouver des solutions, à commencer à arriver à un peu plus attaquer le cercle. Mais globalement, on a vu vraiment les Wolves s'en remettre beaucoup au tir extérieur de ces role-players et ça n'allait pas. Et du coup, bah, voilà, le Thunder s'est nourri de ces longs rebonds défensifs, s'est nourri de ces pertes de balles et en fait, sans forcément être impressionnant dans le game 1 et 2, ils ont globalement dominé leur copie sans trop de soucis, quoi. Est-ce que tu connais le turnover percentage de Edward Randle et Rudy Gobert dans le game 1? C'est pas, je tente un truc énorme, genre 21%. Ouais, c'est énorme. Edwards et Rudy Gobert sont à 20% et Randle est à 25%. Donc en gros, Ah, pour bon. comprendre, Edwards et Gobert perdaient un ballon sur 5 qu'ils utilisaient et Randle en perdait 1 sur 4. Donc c'était colossal. La pression défensive d'OKC a clairement fait la différence sur le premier match. Et moi j'en parlerai d'ailleurs peut-être après sur Edwards, mais t'as presque l'impression que ce premier match a été un match de test un peu pour les Wolves qui ont essayé de jouer comme ils avaient pu jouer en demi-finale de conférence, c'est-à-dire avec un Anthony Edwards et un Julius Randle qui sont beaucoup portés sur l'utilisation de la balle sur des phases arrêtées pour essayer de faire la différence. Et là, on a vu en fait ce qu'on voit de la part de Casey depuis le début, hein, c'est-à-dire énormément de pression sur les porteurs qui sont à l'arrêt pour justement tout de suite générer des pertes de balles. En gros, au OKC, ce qu'ils arrivent à montrer dans ces situations-là, c'est si vous n'êtes pas dans des situations dynamiques, on va vous mettre tellement de pression que vous allez avoir beaucoup de mal à pas perdre le ballon, pour le coup. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans ce game 1. Et moi d'ailleurs j'ai trouvé intéressant l'adaptation dès le game 2 de Finch. Tu dis qu'Anthony Edwards a réussi à retrouver des accès au cercle. Ce qui est intéressant c'est aussi comment il les a retrouvés. Et moi j'ai trouvé qu'il les a justement retrouvés avec des situations beaucoup plus dynamiques en fait. Beaucoup moins de jeux arrêtés, beaucoup plus de sorties d'écran, de end-off, pour justement permettre à Edwards d'arriver lancé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une construction où ils ont commencé à trouver des réponses dans le game 2, Ouais, et dans le game 3, ça s'est beaucoup plus matérialisé, mais aussi aidé par, bah, pour le coup, dans le game 3, les Wolves qui retrouvent eux du jeu de transition parce qu'ils ont eu absolument aucun jeu de transition dans le game 1 et assez peu dans le game 2. Et puis je trouve aussi Edwards qui individuellement faisait pas l'erreur qu'il faisait dans le game 1 d'arrêter son dribble, et qui là qui continuait à garder le dribble en vie et qui du coup était un peu plus patient et qui arrivait du coup en étant plus patient à trouver un second souffle dans ses drives. Et du coup j'ai trouvé que là-dessus il avait fait vraiment un bon travail parce que même avec les adaptations de Finch ça restait vraiment pas évident de passer la défense du Thunder qui mettait énormément de stunts et énormément de pression sur le porteur de ballon. Alors qu'à l'inverse, Randle qui avait réussi à exister dans le game 1 par son tir extérieur, dans le game 2, on a vraiment vu qu'effectivement quand le tir n'était pas là, il avait vraiment pas de solution. Il n'arrivait pas vraiment, en étant lancé sur drive, à avoir finalement un mismatch comme dans les autres séries où vraiment il avait une capacité à bully ses adversaires directs. Et puis, bah, moi ce que je pensais dans la preview, c'est qu'en fait quand il essaie de lui donner des jeux un peu poste haut, poste bas, bah là du coup il y a cette défense du Thunder qui te saute dessus et en fait ça générait trop de pertes de balles et effectivement c'est 25% de turnover percentage, ils étaient clairement là-dessus, quoi. mais globalement, je trouve que OKC, après on ira peut-être un peu plus dans le détail, mais je trouve qu'ils ont un plan de jeu sur la défense de l'attaque de cercle qui est assez Incroyable. étonnant, quoi. C'est vraiment de l'hyper-agressivité. Et t'as l'impression là où pendant longtemps, t'as eu beaucoup d'équipes qui, en fait, à partir du moment où il y avait une attaque de cercle, leur but, c'était de gêner le tir. Eux, t'as l'impression qu'ils sont presque dans autre chose. C'est attaque de cercle. On va essayer de mettre en panique le porteur de balle pour générer une perte de balle. Et c'est une vraie, c'est vraiment quelque chose de nouveau que je vois. Tu vois, alors ils sont aidés par, ils ont beaucoup de joueurs qui ont une envergure Ouais, c'est énormissime, ça. qui ont une activité dingue. Et en fait,
on voit sur l'évolution de cette série, c'est de plus en plus intensif. Quand un mec essaye d'aller au drive, t'as pas deux mecs qui viennent en aide, hein. Il y en a trois, quatre. Mm. Ils font une espèce de bulle autour du porteur de balle où ils écartent les bras dans tous les sens et génèrent énormément de pertes de balles comme ça. Et moi, c'est quelque chose d'assez nouveau, tu vois, que je vois. On l'avait vu un peu contre Denver, hein, déjà, mais c'est quelque chose d'assez nouveau que je vois. Mais tu vois, je sais pas si c'est comme, tu sais, tous ces cas où on dit, ah, là, vraiment, il y a une équipe qui a trouvé une solution à un joueur, ou là, vraiment, ils ont un nouveau schéma défensif, et où je me dis, est-ce que là, pour le coup, c'est pas juste la quantité de profils absolument monstrueux défensivement qui fait que, en fait, c'est pas reproductible, c'est juste que ça va être leur patte, parce que là-dessus, ils ont une avance énorme, et qu'en plus, ils sont un peu dans une situation comme Boston à une époque où ils ont eu tellement, en fait, de pics de draft haut placés que ils ont pu aligner les profils de manière à avoir cette défense-là. Je suis pas sûr que leur concurrence peut faire la même chose et réussir parce que voilà l'effectif n'est pas comparable quoi. Ils sont suréquipés, hein, on est d'accord. C'est ça. L'équipe est totalement suréquipée en termes de profil. D'ailleurs, tu sais, on en avait parlé lors de la série précédente. On disait qu'ils avaient des bons joueurs qui mettaient en œuvre et qui Désormais. pouvaient redisparaître après. Là, c'est ce Mm. qu'on a vu. C'est-à-dire que Isaiah Joe, on le voit de manière. De temps en temps, on le voit, de temps en temps, on le voit pas depuis des playoffs. Mais il y a deux joueurs qu'on a pas mal vu contre Denver qui, là, tu vois, tu prends le match d'hier, non, même pas joué. C'est Aaron Wiggins et Jalen Williams. C'est-à-dire qu'ils ont des mecs qui sont Génial. capables de changer des séries parce que Jalen Williams a eu un vrai impact contre Denver. Et la série d'après, parce que le match-up convient pas, il est capable de les sortir complètement. Il n'y a aucune équipe aujourd'hui en NBA qui est capable de faire ça. Les équipes aujourd'hui en NBA, elles ont du mal à trouver une rotation à 8 pour les playoffs. Eux, ils sont sur une rotation, en fait, ils ont 6 joueurs stables. Allez, 7. Ouais, 7. Ouais, il y a quand même. Voilà, c'est Caruso qui sont stables. Et derrière, le huitième et le neuvième, ils sont totalement interchangeables. Ils ont trois quatre profils qui peuvent bouger. On a vu beaucoup d'Aaron Wiggins contre Denver et de Jalen Williams. Et là, on voit beaucoup plus de Kenrich Williams parce qu'il joue plus Williams, petit. ouais. Et un peu d'Isaiah Joe. Un tout petit peu d'Isaiah Joe. C'est étonnant quand même. Moi, C'est je trouve étonnant qu'on de voit voir pas ça. Isaiah Joe dans la série, hein. Enfin, comparativement à ce qu'on a vu dans les playoffs, il est quand même très présent et on sent que là, du coup, il y a eu un revers où il y a eu ce qu'ils considèrent être une bien meilleure défense en face et donc ils sont allés chercher plus de spacing et de mobilité avec Isaiah Joe et Kenrich Williams. Et oui, clairement, mais c'est ce qu'on disait dans la série d'avant. Il y a de fortes chances que Jalen Williams, on savait qu'on ne le verrait pas dans la série d'après. Et il y avait la question un peu d'Aaron Wiggins. Pour le coup, Aaron Wiggins, moi j'ai l'impression qu'il pourrait jouer clairement dans cette série. Mais ils ont le luxe de se dire, si on n'a pas envie, on a d'autres options, quoi. C'est assez dingue, hein. De toute façon, cette profondeur, c'est même un peu dégoûtant. Enfin, pas au sens négatif du terme, hein, mais il y a un côté un peu. Enfin, qu'ils puissent se Comment permettre de tu faire luttes? ça. Et puis il y a tout ce qui arrive derrière. Il y a Topic qui arrive derrière. Il y a encore plein de pics de drive. Enfin, c'est un truc de fou. Et Euh, du coup, en parlant du Thunder, un truc qui est différent de la série d'avant, c'est clairement le niveau de jeu de Jalen Williams et de Chet Holmgren, qui pour moi, offensivement, sont vraiment deux tons au-dessus. Bon, Jalen Williams, juste parce qu'il fait sa série et qu'il rentre ses tirs, et il est vraiment excellent. Et Chet Holmgren, qui me paraît beaucoup plus patient, beaucoup moins paniqué en fait quand il reçoit la balle. Et du coup, tu vois qu'en fait, quand il prend plus son temps, bah, il arrive beaucoup plus à peser près du cercle. Et ce, alors que la défense des Wolves est théoriquement bien meilleure que celle des Nuggets, quoi. Bah allons-y alors dans ce cas-là sur ces deux joueurs, moi ça faisait partie des points aussi que je m'étais noté sur cette série qui pour moi sont effectivement assez notables et assez impactants. On commence par lequel? Par J-Dub qui était vraiment Allez, passé à vas-y. côté contre Denver. Moi ce que je trouve là assez notable avec J-Dub c'est à quel point il est à l'aise sur les switches. C'était pas le cas contre Denver. Pour le coup, les Wolves défendent pas mal en switch, c'est-à-dire qu'ils acceptent que leur grand switch, on parlera d'ailleurs après de Rudy Gobert, et je trouve que Jalen Williams est hyper à l'aise en fait sur l'attaque du switch. Il est aussi très à l'aise parce que pour le coup, Shai est très dangereux et qui reçoit beaucoup de ballons sur des stunts. Et on reparlera du playmaking de Shai qui est très efficace et ça lui permet d'avoir beaucoup de tirs ouverts. Mais je le trouve aussi assez bon dans l'autonomie. Et tu sais, on l'a beaucoup dit contre Denver, c'est un mec qui a un peu son jeu en construction, qui fait pas toujours les choix les plus optimum. Et notamment, depuis un an, il développe beaucoup son mi-distance. Contre Denver, ça n'avait pas trop marché. Pour le coup, là, ça marche plutôt bien contre Minnesota et ça a un vrai impact, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a eu des hauts et des bas en autonomie de la part de Jalen Williams dans cette série. Par contre, je trouve que quand il est associé à Shai, pour le coup, dans cette série, il arrive vraiment à profiter de la gravité de Shai et un peu dans cette attaque de second couteau. Je le trouve excellent, que ce soit dans le tir longue distance comme dans la capacité à attaquer le cercle. Et pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as des séquences où tu as Rudy Gobert et en fait, c'est censé vraiment compliquer les choses. Et ouais, je trouve qu'il a tout un autre niveau, quoi. Il a un handle. En fait, il est, tu sais, c'est marrant. On est presque.
t'es presque avec Jalen Williams sur un espèce de prospect, tu vois. C'est-à-dire qu'il marche beaucoup par flash et tu vois plein de briques de ce qu'il pourra être si tout se met en place. Et t'as l'impression que ça peut être un truc assez dingue. Donc on a énormément parlé de sa défense tous les deux. On est d'accord, pour nous c'est leur meilleur défenseur. Enfin, il est extraordinaire défensivement. Mm. Je comprends pas d'ailleurs que Lou Dort soit autant mis en avant. Pour moi, il y a une différence entre les deux et que Jalen Williams, pour moi, est vraiment largement meilleur que lui. Mais je trouve qu'en attaque, il y a un truc qui est étonnant quand tu le vois, parce que tu t'y attends pas tant que ça, c'est son handle en fait, qui est très très bon, quoi. Il a une vraie capacité de séparation sur les grands pour générer du pull-up à 3 points. On le voit beaucoup sur l'attaque de Julius Randle notamment, et même sur les petits. Il a un handle qui pose vraiment souci, quoi. Ouais, clairement, clairement. Oui, oui, non, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Mais peut-être par rapport à ce que tu disais sur Lou Dort, par contre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que plus ça va et plus il y a une quantité énorme de joueurs qui sont meilleurs que lui. Par exemple, dans cette série, je trouve Ouais. que Carson Voilà, Wallace est largement meilleur. Il est excellentissime, sur Anthony Edwards dans la série, quoi. Ah mais moi je suis totalement d'accord quand j'avais fait la preview de Nuggets OKC, je disais que pour moi les trois joueurs défensivement qui m'impressionnent le plus côté OKC, c'est Caruso, Wallace et J-Dub, et je mettais Dort un poil en dessous des quatre, même si Ouais. mais je serais pas surpris que d'ailleurs Dort bouge dans pas si Ah. longtemps que ça. Ouais, je serais pas surpris parce que son apport va vite être un peu obsolète tant il y a des cartouches derrière. Tu parlais de Chet, moi ça faisait partie des points que je voulais évoquer. Parce que je trouve que finalement, on en a parlé un peu par intermittence de Chet dans ces playoffs. Or, j'ai l'impression qu'on est en train de voir Chet vraiment s'installer comme le troisième meilleur joueur de cette équipe. C'était déjà un peu le cas contre Denver, et c'est encore plus le cas, je trouve, contre les Wolves. C'était notamment énormément le cas hier. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il a... C'est marrant, il arrive en NBA comme étant un profil de poste 5 idéal dans cette ligue. Et en fait, il se révèle être extrêmement à l'aise en poste 4. Parce que il a deux qualités qui sont un peu deadly quoi, quand tu joues contre Casey. Déjà, quand il arrive à shifter pour être un stunt killer, c'est-à-dire un mec qui va tuer les semi-Z, OKC devient tout de suite vraiment très 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 difficile à jouer parce que ça donne énormément d'espace à Shai. Et je trouve qu'il y a un aspect important dans son jeu, c'est que son drive est tellement dangereux que tu as l'impression que les équipes, en fait, même s'il met pas trop ses tirs, elles vont quand même respecter son tir parce qu'à minima, elles ne veulent pas qu'il prenne de la vitesse. Et moi, ce qui m'étonne le plus avec lui, c'est qu'il a des vraies qualités de poste 4, c'est-à-dire que sa capacité à poser le dribble et à aller au cercle en 2 dribbles, 2 pas, elle est étonnante, quoi. Tu vois, on le voit faire des spins, on le voit attaquer Randle, on le voit attaquer Rudy Gobert, et avec une vraie qualité de pied, tu vois, et de technique balle en main, quoi. Et un peu comme Jalen Williams. C'est-à-dire qu'il y a t'es encore sur un prospect, il y a plein de bases, il y a plein de flashs où tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Et dans cette série, il arrive à le faire avec un peu de régularité, quand même. Bah ouais, moi je pense que, en tout cas dans cette série-là, et même dans sa campagne de playoffs, ce qui est plus marquant, c'est l'attaque du cercle Wow. et l'attaque face au cercle. Clairement que le tir à 3 points, où je trouve que ça fait 2 campagnes de playoffs où tu te dis, ah, c'est pas encore ça. Autant t'as l'impression qu'en saison régulière ça tourne, autant en playoff, à chaque fois tu te dis, ah putain, le tir tombe pas assez. Donc je pense que les défenses le respectent encore, mais plus, parce qu'il y a la saison régulière que par ses performances de playoff. Et par contre, l'attaque du cercle, bah ouais, contre les Wolves, ça permet clairement de sanctionner la défense hyper agressive sur SGA. Et là-dessus, c'est très fort, quoi. Mais je me demande même si tu sais, il y a un peu le même effet que sur Josh Hart. Tu sais, Josh Hart, je trouve que quand tu lui donnes trop d'espace à 3 points, en fait, comme il est puissant et que son handle est bon, il arrive à accéder au cercle et en fait, t'as pas trop d'intérêt à être trop loin de lui. J'ai l'impression qu'avec Chet, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que même si son tir rentre pas, en fait, son drive est trop dangereux pour que tu aies envie de lui laisser de la vitesse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Chet, tu lui laisses poser un dribble. En fait, en 2 pas, il va avoir la tête dans le cercle et on voit qu'il ose le faire, en fait. Et donc, quand bien même il serait qu'à 30%, ce qui est un peu le cas sur cette série, eh ben, tu le respectes quand même, en fait, sur le shoot. Enfin, tu le respectes quand même, tu te rapproches quand même de lui et donc tu assures du spacing malgré tout. Et ça, je trouve ça dingue. Moi, sincèrement, j'ai jamais vu un mec de 2,16 être aussi fort sur le drive. Tu vois, enfin, il y a Yanis évidemment qui est un peu hors du temps et qui peut-être pas à 2,16 d'ailleurs, peut-être un peu en dessous. Mais, Un peu en dessous, mais bon. mais à part ça, tu vois, il est. Enfin, sur le drive, il a un vrai toucher et il a un vrai footwork, quoi, qui est vraiment notable. Et moi, je suis presque déçu en fait de le voir dans cette équipe où il y a plein de talents offensifs parce que j'aimerais le voir à haut volume pour voir comment il développerait à haut volume. Mais je serais pas surpris que l'année prochaine son volume commence à augmenter.
Et d'ailleurs, dans cette série, son volume commence à être un peu important, hein, quand même. Alors, c'est vachement généré par la défense qui lui laisse de l'espace, mais il commence à être important. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour le moment, c'est quand même plus une conséquence des adaptations défensives adverses que vraiment lui qui est responsabilisé au niveau du star. Et pour le coup, oui, j'entends l'idée que ce sera peut-être plus dans le futur, mais il y a quand même, enfin, il y a quand même deux joueurs à côté qui sont tellement centraux que je vois pas non plus le joueur arriver à 17-18 heures par match, quoi. Je pense pas qu'on sera là-dedans. Mais d'autant que, au-delà des tirs qu'il arrive à générer par les aides, le reste des tirs qu'il prend, c'est pour moi deux autres qualités assez énormes qu'il a. C'est le jeu de transition, où il a une capacité de projection sur le jeu de transition. En fait, il est très simple à trouver et il propose souvent, en fait, il se propose souvent sur des surnombres en transition et bah forcément avec ses qualités, si tu le trouves, il finit au cercle, quoi. Et je trouve qu'il est aussi intéressant sur le jeu de cut, hein. Tu sais, il y a pas mal de séquences sur des rebonds offensifs où en fait tout le monde est un peu à l'arrêt et lui il attaque le cercle dans le dos des défenseurs. C'est plus sur ça d'ailleurs que sur du vrai jeu de cut demi-terrain à Du l'arrêt. vrai cut. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus une conséquence du jeu du Thunder, parce que par exemple, Caruso là-dessus, il Ouais. génère tellement de points que je me dis, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est le design global de l'attaque du Thunder qui veut ça? Parce que des fois, quand même, ils handicapent un peu leur spacing, je trouve, à avoir toujours quelqu'un en ligne de fond près du cercle. Mais du coup, ça a fait partie, je pense, des deux trois joueurs qui en ont le plus profité avec Hartenstein et Caruso pour le moment, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, sur ces deux joueurs, effectivement, c'est une bonne bascule, hein. De toute façon, l'attaque de OKC marche plutôt bien, hein, sur cette série. Et on voit qu'en fait. Enfin, on va parler de Shai, parce que du coup, je vais prendre la main et je vais parler de Shai. Mais quand Holmgren et Williams punissent les stunts, ce qu'ils n'ont pas fait contre Denver, enfin, ils n'ont pas réussi à punir la zone, cette attaque devient tout de suite, en fait, très très compliquée à gérer, quoi. Enfin, ils sont très très forts quand ils sont comme ça. D'ailleurs, hier, on voit dans le deuxième quart-temps, à un moment donné, il y a une stat qui sort, je crois que à 2 points, Minnesota est à 8 sur. Quelque chose comme 11 sur 18 et à 3 points à 8 sur 13. Ce qui est énorme en termes de pourcentage. Ils sont à moins 6, moins 7, quoi. Parce que, Ouais. en fait, ils mettent dedans en face et qu'ils sont trop efficaces, quoi. Alors, on va y revenir, mais pour moi, ce Game 4, ça peut être une énorme déception pour eux, parce que quand tu shootes à 42% à 3 points avec un tel volume, de perdre le match, je trouve ça rude, quoi. Enfin, normalement, c'est pas censé arriver. C'est un peu rude, Et, ouais. Mais sur l'attaque d'OKC, moi, j'aimerais bien ajouter, du coup, finir sur ce trio, du coup. ouais. Avec un troisième joueur que je trouve très impactant, étonnamment, c'est le MVP. C'est Shai Gilgeous-Alexander, que je trouve plus à l'aise que contre Denver, j'allais dire, sur la lancée de la fin de série contre Denver. Mais du coup, globalement plus à l'aise que contre Denver. Il fait quand même globalement des bons matchs. Et en fait, ce qui me marque sur cette série avec Shai, c'est à quel point c'est un tueur de prise à deux. C'est un tueur de prise à deux parce qu'en fait, il a un combo jeu à mi-distance, playmaking, capacité à aller chercher des fautes, qui rend extrêmement difficile les pures prises à deux. Je m'explique. En fait, on a vu sur le début de la série, Minnesota essayer de lui mettre beaucoup de pression et de faire des prises à deux. Le problème, c'est quand on fait ça contre Shai, s'il arrive à aller jusqu'au cercle, il va générer des fautes. Et donc en fait, ça vous calme un peu sur l'envie de faire des prises à deux. Quand vous arrivez à bloquer, pour le coup, avec une prise à deux très anticipée, son accès au cercle, le problème, c'est qu'il est très fort sur le mi-distance. Et c'est le seul espace où en fait les stars aujourd'hui ont de la liberté, quoi. C'est sur le mi-distance et là-dessus il est très fort, donc il arrive à avoir un impact en constance, un peu comme Jalen Brunson. Et quand vous faites de la prise à deux encore plus tôt, et le problème c'est que moi je trouve que son playmaking il est super bon sur cette série. Il trouve les joueurs et du coup il a réussi en fait à construire un truc dans cette série où c'est très compliqué de faire des prises à deux sur lui. Et au final, il a pas mal d'espace. Et alors du coup ce qu'a fait Minnesota, c'est qu'ils ont essayé d'être moins dans de la prise à deux et plus sur du stunt, ce qu'on a vu dans le match 4. Et là, il y a eu deux choses. Bah, son playmaking marchait aussi sur le stunt. Il y a quelques très belles passes, très bien senties, très anticipées, hein, mais très bien senties. J'en ai une sur Casson Wallace à 45 à droite quand ils attaquent côté droit, là, qui est vraiment très bien sentie. Il y en a une sur J-Dub qui écarte un peu, qui sont vraiment très, très bien senties. Et le truc, c'est que sur ces stunts, bah, son playmaking plus l'adresse pour le coup du Thunder fait que au centre de cette attaque qui est hyper efficace, il y a Shai. Mais là, franchement, enfin, je sais pas toi, mais je trouve qu'on est un peu dans un truc un peu insoluble, quoi. Ouais, en fait, son playmaking, moi je trouve qu'il est pas exceptionnel, mais qu'en fait, il est suffisamment fonctionnel pour faire payer des défenses agressives. Et je pense qu'en fait, la grosse différence entre le ressenti qu'on a
de la série de Shai entre Denver et Minnesota, c'est que les joueurs à côté rendent leur tir en fait. Ouais. La série Ok, ici Denver, c'est quand même l'histoire d'une série où les deux côtés n'arrivent pas à rentrer un tir. Et donc tu pouvais te dire, bah ouais, mais ça, en fait, elle est pas imprenable cette attaque du Thunder. Au contraire, elle est même plutôt décevante. Mais en fait, c'est sûr que quand J-Dub shoot à 28% à côté, on n'a pas le même ressenti de ton playmaking quand il shoot à 40-45%. Et ouais, je pense que l'histoire là-dessus, elle est différente. Et après, il y a un truc effectivement avec ce joueur qui est incroyable, c'est cette capacité en fait à te mettre une pression permanente parce que enfin, tu sais qu'il sait générer des fautes. Et lui, dans un espace, mais des fois ridicule, il est tellement élastique qu'il arrive toujours à trouver un angle de tir qui lui convient et qui conviendrait pas à 95% des joueurs NBA, mais pour lui, c'est des bons tirs. Et du coup, bah, même si tu lui barres l'accès du cercle, il arrive à trouver ses tirs. Et en plus, si comme dans le Game 4, il y a le pull-up à 3 points qui rentre, là, ça devient gérable, quoi. Ouais, et puis, tu vois, je trouve intéressant ce truc qu'il a avec le mi-distance, tu vois. Aujourd'hui, j'en avais parlé dans la preview, mais c'est ce que disait Steve Nash, c'est que le mi-distance, aujourd'hui, c'est le dernier espace dans lequel les stars ne sont pas ciblés, en fait. Et le truc, c'est, une fois de plus, c'est un peu pareil pour Jalen Brunson. Tous les deux, ils t'offrent, en fait, un truc un peu tricky pour la défense, c'est que c'est pas forcément rentable de le laisser aller à mi-distance et de le laisser shooter à mi-distance. Et donc, t'es obligé d'essayer de trouver des trucs pour le mettre mal à l'aise, en fait, là-dedans. Et tu vois, il y a un truc un peu. Moi-même, tu vois, qui me pose question, quoi. C'est-à-dire que tu vois les deux joueurs et tu te rends bien compte qu'en fait, des mecs hyper efficaces à mi-distance, ça va pas ressortir dans l'efficacité au tir comme un truc énorme, mais ça pose vraiment un problème à la défense qui ne sait pas par quel bout prendre le truc, en fait. Et il y a ce truc de régularité là-dessus qui, je pense, fait la différence entre justement un joueur comme SJ et un joueur comme Edwards. C'est qu'Edwards, par exemple, quand il s'est replié là-dessus, il y a eu des hauts et des bas vraiment très importants entre, par exemple, le Game 1, le Game 2 et le Game 3 et le Game 4, où on a d'un côté un joueur qui est finalement qui pèse assez peu sur le résultat de l'équipe et un autre où il est clairement crucial. Et un joueur comme SJ où pour le coup, il n'y a quasiment pas eu de match sans. En tout cas, dans cette série, il n'y a pas de match sans là-dessus, parce que c'est un peu le Game 3, et où du coup, ça devient insoluble pour les défenses parce qu'il arrive toujours à rester efficace malgré qu'en fait, qu'il ait accepté ce que toi tu lui donnais comme challenge, quoi. Et je pense que là-dedans, c'est intéressant le comparatif entre Shai et Edwards. Moi, je voulais un peu le faire. Edwards, il a moins le mi-distance avec régularité, mais il y a un autre truc qu'il a moins, et on en reparlera après, mais il a un autre truc qu'il a moins, c'est la capacité à aller chercher des fautes. Et donc, du coup, tu peux rester quand même dans un schéma défensif assez classique, tu vois, de je bloque la raquette, et puis il va s'empaler, et ok, il va générer quelques fautes, mais globalement, ça va marcher. Sur Shai, t'as pas trop ce truc-là, parce que bloquer la raquette égale, il va tirer 14 lancers francs, quoi, tu vois. C'est un peu. Ouais. C'est pour ça que c'est le MVP, hein, enfin, pour reprendre presque les termes de Mike Malone, mais c'est aussi pour ça qu'il est MVP, c'est qu'il pose vraiment il pose vraiment un complexe à la défense, en fait. Et parce que Minnesota défend hyper bien, hein. Et OKC est quand même à l'aise, hein. Moi, je trouve que Minnesota défend bien, enfin, ils sont actifs, ils envoient des trucs intéressants, et pour autant, c'est très compliqué, quoi. Ouais, clairement. Et puis en plus, on l'avait dit avant la série, c'est probablement l'équipe qui était encore à liste, qui avait le plus de matériel en termes de profil défensif pour proposer des challenges à SGA. Et malheureusement, que ce soit SGA ou d'ailleurs les autres à côté dont on a parlé avant, bah ils sont hyper réguliers dans la série. Et du coup, ouais, même si je pense que la performance globale de Minnesota est bonne et a eu même enfin une adresse globale à 3 points qui était inespérée. Je veux dire, les games 3 et 4, c'est absolument énorme. Eh ben, tu te retrouves à 3-1 et tu te dis, mince, j'ai plus beaucoup d'options. Par contre, tu vas faire la même chose, j'espère que ça tombe moins bien, quoi. Jérém, j'ai eu des flashs sur le Game 4 des séries entre les Lakers et Denver, mais tellement sur la première mi-temps. Tu sais, le truc de tu fais la mi-temps parfaite comme il faut et t'as pas fait le trou. Ouais, c'est Et ça. t'as pas fait le trou, Et quoi. tu te rends- Et ils sont toujours là, voire ils sont un peu devant, et tu fais, mais comment tu vas y arriver, quoi. C'est vraiment, Ouais. rappelle-moi le Vietnam, quoi. C'était vraiment cette Ouais. sensation en voyant ce qui se passait, c'était assez notable. Je te repasse la main sur un autre point que tu voulais aborder. Ouais, alors moi, dans les points que je voulais aborder, bah justement, il y a pour moi l'adaptation de SG dans le Game 4 que je trouve assez cool et dont tu avais parlé un peu contre Denver, et moi je t'avais dit, franchement, je l'ai presque pas vu. C'est le fait que SG se mette à énormément jouer au poste dans le Game 4 et ce que ça a généré en fait pour les Wolves qui ont énormément de difficultés
finalement, en se retrouvant avec une version arrêtée de SGA, a proposé quelque chose défensivement qui permette de l'arrêter. Et je trouve que c'est un peu une continuation. J'aurais dû rebondir plus sur ton truc que de le placer comme ça. Mais c'est aussi le panel d'éléments que tu peux mettre en place pour aider en fait un joueur à sortir la tête de l'eau. Et donc il y avait cet élément du jeu au poste chez SGA et du high pick and roll qui fait d'ailleurs miroir à ce qu'a mis en place les Wolves pour aider Edwards, qui est du très très high pick and roll contre le Thunder et justement pour en fait aider ces joueurs-là à vivre dans le mi-distance. Et je trouve ça très très cool parce que j'ai l'impression que c'est des adaptations, enfin offensivement, qu'on revoit revenir alors que c'était plus du tout la règle en NBA depuis quelques années si t'étais pas un big man quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de. T'as raison, c'est un peu un prolongement de ce qu'on a dit avant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point. Mais Jokic a eu ça aussi à un moment donné. Hein. C'est à quel Ouais, mais c'est un big point man. c'est des mecs en fait hors méta qui cassent le jeu. Tu vois? Il y a vraiment un truc, je trouve, d'un moment donné, en fait, l'attaque va développer des métas sur 1, 2, 3 ans. Les défenses s'adaptent à la méta de l'attaque et au bout d'un moment, c'est des playoffs un peu étonnants. Hein. C'est des playoffs où les défenses prennent clairement le pas alors que la NBA n'a jamais été aussi offensive. Et pour autant, on est clairement sur des matchs de playoffs assez défensifs. Et en fait, on voit que les mecs qui cassent ces plans de jeu qui sont parfaitement maîtrisés pour la méta, c'est des mecs qui sont hors méta. Et en fait, SGA, Ouais. il fait des choses qui sont hors méta en fait. C'est ça. Et il y a cette idée aussi que tu sais, c'est un peu une boucle et que finalement, au moment où tu as poussé la voie vraiment très très loin dans un sens, d'un coup, tu reviens à des types d'actions que tu avais fait disparaître pendant des années. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en plus, je me dis, en fait, finalement, à part de le doubler, n'y a pas vraiment d'autres options et malheureusement, c'est exactement ce que le Thunder veut. Et du coup, tu vas devoir t'adapter en trouvant d'autres schémas défensifs pour essayer de répondre à ces minutes-là. Et bon, voilà, c'était plus une petite parenthèse, mais je voulais l'ajouter. Est-ce que du coup, j'ajoute un nouveau point Non, où... mais juste, je finis là-dessus. Il a un vrai Ok, côté, pardon. presque plus que personne en NBA. Il a un vrai côté. Tu sais, les joueurs NBA aiment bien parler de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu lui rends le travail difficile et t'espères que lui soit dans un jour sans. Il n'y a pas beaucoup Oui. de joueurs qui, à ce point, ont ce truc-là. Où en fait, contre lui, il y a un peu juste un truc. Bon, bah, ce qui s'est passé contre Denver, hein, un peu, hein, sur certains matchs. T'espères juste qu'il est un peu dans un jour sans et qu'il va pas mettre ses tirs, quoi. Ouais, bah, de toute façon, les deux équipes dans la série d'avant étaient un peu là-dedans. C'est-à-dire que Ouais, t'avais le Thunder avec Jokic c'est pas pour rien que les deux étaient en lutte pour le MVP d'ailleurs, mais clairement. Ouais, ouais, clairement. tout à fait. Et je te laisse du coup rajouter un autre point. Ouais, bah du coup pour moi il y a un peu cette dualité dont on parlait dans la preview de qu'est-ce que tu vas faire si t'es les Wolves entre choisir entre vraiment valoriser Gobert ou au contraire valoriser ton spacing avec Naz Reid et Randle. Et j'ai l'impression, moi ma sensation c'est que les Wolves fonctionnent mieux dans les minutes avec Gobert et c'est peut-être la première fois de ces playoffs qu'avec leur duo Randle-Reid qui complètement, enfin déjoue quand même grandement sur l'ensemble de la série, je trouve quoi. Alors je sais que t'es pas d'accord, donc. Si, je suis plutôt d'accord, mais c'est sur le constat qu'on peut faire sur Rudy Gobert, on n'est pas d'accord. Mais en fait, je Oui, trouve que ouais. les Wolves, pour l'instant, sont tués dans cette série par le niveau, par le niveau de Nasrid, qui clairement est complètement à côté. Il n'y arrive pas du tout. Il n'arrive pas du tout à dominer J-Dub, notamment quand il est face à lui. Ou, bah voilà, c'est J-Dub, on en parle de toute façon depuis le début de l'année, à quel point il est fort défensivement. Et il est paumé en fait. Il perd le ballon beaucoup, il fait beaucoup de fautes, et il n'y arrive pas du tout en fait. Et en fait, la principale conséquence de ça, c'est que du coup, Julius Randle ne pouvant pas jouer 5 parce qu'ils ont Hartenstein en face et Holmgren et que c'est trop compliqué, et bah Rudy Gobert est obligé de jouer beaucoup de minutes. Alors je reviendrai en détail après parce que je vais le laisser continuer, mais moi effectivement je trouve que Rudy Gobert fait pas une. Enfin, il est meilleur. Son seul mérite dans la série c'est d'être meilleur que Nasrid, mais je trouve pas qu'il fasse une bonne série. Ouais, en fait, le truc, j'ai l'impression, c'est que c'est vraiment le challenge que t'imposes du coup la défense du Thunder. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ça te barre toute possibilité que ce soit pour Randle ou pour Reed de jouer au poste. C'est-à-dire que Randle, à la limite, tu peux te dire que si tu le mets dans des bonnes conditions, au moment où tu lui sers la balle, il peut peut-être encore gagner son 1 contre 1, mais dès que la défense va se resserrer, c'est fini. Et Reed, ils ont essayé de le faire jouer au poste, c'est pas du tout possible. Mm. Et du coup, comme il y a besoin de mettre les joueurs dans des situations dynamiques, les mettre en place dans des situations dynamiques, ils reçoivent la balle en mouvement, et particulièrement Reed, quand il reçoit la balle en mouvement, les défenseurs du Phare sont tellement bons et ont des mains tellement actives que ça a généré tellement de pertes de balles qu'en fait, du coup, t'en reviens la seule façon de le jouer, enfin en tout cas de le rendre rentable, c'est de dire ok, en fait, tu vas recevoir la balle et il va y avoir une sorte de flare screen qui fait qu'en fait, il y a un joueur qui va poser un écran pendant que toi, tu vas tranquillement
prendre ton tir à 3 points. Mais sinon, il n'a pas d'autre importance dans le jeu que ça. Et du coup, Gobert, au moins, lui, t'apporte un truc où défensivement, c'est un vrai difference maker par sa défense sur drop ou par sa capacité à s'en sortir pas trop mal quand on concède le switch, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, tu as bien décrit hein, le problème avec Nasrid qui fait qu'il n'arrive pas à avoir d'impact. Mais du coup, tu te retrouves avec beaucoup de minutes de Rudy Gobert. Et moi, il y a trop de soucis en fait. Je trouve qu'il y a trop de compromis là maintenant avec Rudy Gobert et c'est vraiment compliqué. Le premier, c'est que déjà, toutes les minutes où Rudy Gobert est sur le terrain, le Thunder peut jouer small ball. Et d'ailleurs, on voit peu d'Isaiah Hartenstein dans cette série, on le voit de moins en moins. Parce qu'en fait, ils peuvent tout à fait, sur les minutes où il y a Gobert, mettre Holmgren sur Rundle et en fait, laisser un petit sur Gobert. Et au pire, ils vont accepter de faire quelques fautes, d'emmener un peu Gobert sur la ligne des lancers francs, mais en fait, Gobert est tellement pas capable de punir sur les petits que finalement, bah, OKC se dit on va space au maximum. Et du coup, tu as plein de séquences où en fait, tu te retrouves avec soit Kenrich Williams qui est sur Rudy Gobert, soit Kyson Wallace aussi. Il y a beaucoup de moments où il est sur Rudy Gobert. Tu as même un peu de moments où tu vois Isaiah Joe être dessus. Enfin, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et Rudy. Alors, on peut dire il est pas servi. Il a des très bonnes prises de position. Il y a des moments où franchement, il est sous le panier, quoi. Il fait très. Mais le problème, c'est que quand il reçoit le ballon, il est incapable de terminer. Incapable. C'est-à-dire qu'au mieux, il prend la faute, mais quand il prend la faute, même si c'est surtout un tout petit, hein, enfin, Kyson Wallace, il fait un 90, il fumble la balle à chaque fois. Et au lancer franc, il est pas non plus en valeur sûre. Il a 50% sur le match 4, tu vois. Enfin, c'est pas hyper rentable. Et quand c'est sur un grand, bah, il y aura même pas de faute. Et ça, enfin, un moyennement grand, il y aura même pas faute. Et ça va se terminer avec un panier raté. Donc, il a un compromis offensif qui est vraiment, vraiment gênant. Et défensivement, je suis d'accord, sa défense de drop, elle est toujours intéressante. Là, il n'y a pas de doute, elle est toujours intéressante. Par contre, je suis moins d'accord sur son switch, et je trouve que les Wolves sont amenés à pas mal switch dans cette série. Je trouve que finalement, Shai, il se plaît très bien à attaquer sur Rudy. Il se passait un peu la même chose que ce qui s'est passé contre Luka Doncic. C'est-à-dire que globalement, au début, il est à l'aise, et du coup, qu'est-ce que fait la défense des Wolves ? Bah, ils font des stunts, ils sont obligés, parce qu'en fait, ils peuvent pas le laisser seul contre Shai, et ils font des stunts. C'est un peu pareil sur J-Dub. Et du coup, tu vois, j'ai l'impression déjà qu'on est sorti du prime de Rudy, qui a été un prime XXXXL défensivement. Hein. Il lui reste la défense de drop. La défense de switch, elle marche pas trop. On l'avait vu contre Doncic, là on le revoit encore un peu. Et l'attaque, il a jamais été très bon. Mais enfin là, c'est plus possible. Là, ça devient catastrophique, quoi. Alors, je suis complètement d'accord que l'attaque est catastrophique. Là-dessus, j'ai rien à rajouter. Clairement, c'est une réalité. Et je pense que cette réalité, le constat, il était fait depuis déjà assez longtemps. Et ça a été particulièrement criant dans la série contre les Lakers, où le niveau d'irrespect dont on parlait était quand même assez ouf, où là, il était même pas défendu. Après, sur le fait que sa défense en switch soit punie. Enfin, j'ai envie de dire, oui, si tu es puni en défense en switch quand tu es face à Luka Doncic et Shai, qui sont deux des trois meilleurs joueurs d'isolation au monde, bon, je t'en veux pas trop, tu vois. Moi, je trouve que sur les autres joueurs, il fait plutôt le taf, et que la réponse, du coup, du Thunder, c'est de jouer beaucoup plus de small ball, ce qui explique effectivement qu'Isaiah Hartenstein sont moins dans la série. Et d'ailleurs, Hartenstein, en fait, il n'existe plus dans la série offensivement, parce que en fait, il ne vit que par son petit tir drop à short mi-distance. Que d'un coup, il s'est mis à plus mettre du tout du monde. Enfin, il est passé d'un truc où il ratait jamais à ça fait 2 séries qu'il en met plus un. Parce que il y a je trouve une différence entre t'as Jokic et face à Jokic, il en a mis quand même un paquet. Là t'es face à Gobert, en fait c'est contesté de manière quasi systématique. Et à tel point que dans le game 4, je sais pas si t'as noté ce truc-là, mais en fait il regardait même plus le panier Hartenstein quand il jouait. Quand il y avait Gobert sur le terrain, il se contentait juste de faire des passes, il regardait même plus le panier parce qu'il sait très bien qu'il peut pas y aller. On l'avait noté dans la série contre les Lakers. Hein. Il conserve un truc, Rudy Gobert, c'est qu'un intérieur moyen, tu le fais pas jouer quand il est sur le terrain parce qu'en fait, ça bloque trop la raquette. Effectivement. Et donc du coup, ça explique pour moi aussi justement le fait que Kenrich Williams joue plus et que Isaiah Joe joue plus, c'est parce que t'as besoin d'espacer le terrain parce que sinon c'est trop compliqué. Alors oui, SGA arrive toujours à trouver ses trucs, et hormis sur le game 3 où je trouve que Rudy a été exceptionnel même sur la défense extérieure parce qu'il était hyper agressif à l'image de toute l'équipe et qu'il a gêné pas mal de pertes de balles. Oui, effectivement, au large contre SGA c'est dur, mais bon, franchement difficile de lui en vouloir, c'est dur pour tout le monde, quoi. Oui, mais tu vois, on est passé d'un truc, si tu prends la saison de l'année dernière, on t'est passé d'un truc où en fait, Rudy défensivement, la protection de raquette, elle était, c'était n'importe quoi tellement il était fort sur la protection de raquette. Il était vraiment à l'aise sur les switches. Il n'y avait pas besoin de trop d'aide. Et offensivement, il était un peu plus à l'aise près du cercle. Mais surtout, il y avait un truc qui marchait bien l'année dernière, Rudy Gobert, c'était sa connexion avec Karl Anthony Towns, qui permettait, certes, il n'avait pas de finition près du cercle, mais d'avoir un peu de playmaking. Et du coup, tu avais des petits bouts qui venaient compenser les compromis négatifs que tu avais. À un monde cette année où tu as
toujours la défense de drop, protection de raquette, ça va, là-dessus on n'est pas trop mal. Mais le switch, il est un peu moins à l'aise, il a besoin de plus d'aide. Et offensivement, le playmaking, on le voit plus trop. Hein. De toute façon, en fait, il y a tellement pas d'aide. Enfin, il est tellement mal à l'aise qu'il n'y a Bah, aucune aide, quoi. déjà, offensivement, tu vois plus trop. En plus, tu as la problématique que, du coup, ce qui le permettait d'île, il y avait 4, mais il y avait aussi le pick and roll avec Conley. Mais en même temps, Conley, il est un peu C'est ciblé vrai. dans la série. Et offensivement, il y a quand même plus trop de jus, quoi. Je veux dire, sur l'ensemble des 4 matchs, il y a vraiment un match, je trouve, où Conley, il pèse vraiment offensivement. Le résultat, c'est très léger. Et du coup, oui, tu lui as enlevé quand même deux fournisseurs majeurs de ballon. Et autant la connexion avec Randle s'était améliorée, autant là, dans la série, Randle, il a fait 2 non-matchs offensivement. Donc, ouais, effectivement, c'est dur pour Rudy. Et en plus, si on repense au tweet de Val où il disait que c'était le premier joueur qui jouait avec 4 pieds. Mais bon, c'est vrai qu'offensivement, c'est catastrophique, quoi. Mais offensivement, moi, ça fait 15 ans que j'ai pas vu ça. Hein. Ça fait 15 ans, je suis sympa. Hein. Ah, Ah, c'est mais parce non, mais qu'après, c'est les les défenses sont mecs. bonnes. C'est juste que les mecs très très mauvais offensivement, je veux dire, t'as plein de mecs très mauvais offensivement, mais c'est juste Non, les ils mains étaient qu'il pas a sur le titularisés dans les coaching. séries. Mais même moi, hein, je pense qu'il est en. Enfin, même moi, ça m'étonne. Hein, je pense qu'il est en sous-confiance. Je pense qu'il est en sous-confiance parce que là, à un moment donné, il se passe des trucs par moment. Enfin, il loupe tout, quoi. Enfin, en fait, c'est Ouais, impressionnant puis à ta quel mobilité point. change. Ouais, ouais, non, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais c'est impressionnant à quel point il fait pas un N1 sur des petits d'1m90 Ouais, qui le clairement. sabre un peu. Il en fait pas un, quoi. C'est un truc de malade. Mais donc, moi, je trouve que qu'il y a un vrai souci sur cette rotation intérieure des Wolves, pour le coup. Et que, alors, t'as raison, Rudy Gobert joue autant parce que Nasrid est vraiment pas bon, pour le coup. Julius Randle, je serais un peu moins dur, mais parce qu'il est vraiment pas bon, et peut-être qu'au final, dans ces trois-là, c'est pour ça que le net rating de Rudy n'est pas si mauvais. C'est parce que, n'oubliez jamais que le net rating, c'est une comparaison avec ce que vous avez si vous n'êtes pas sur le terrain. Le net rating de Rudy Gobert, cette série, il est pas si mal, mais c'est surtout parce que s'il est pas sur le terrain, ce qui est derrière, là, pour le coup, marche vraiment pas. Ce qui veut pas pour autant dire que Rudy Gobert est très bon sur la série. Moi, je trouve qu'il est en C'est difficulté, pas sa meilleure version, je suis d'accord. et je suis même un peu inquiet en fait, tu vois, pour la suite Rudy Gobert. Tu vois, les Wolves l'ont re-signé là pour 2-3 ans, alors un salaire qui est plus acceptable. Mais il y a un vrai début de déclin, je trouve, et je serais curieux de voir l'année prochaine ce que ça donne, quoi. Pour le coup, ce qui serait pas étonnant, il a 32 ans. Hein. Oui, et puis après, est-ce que finalement, là, ça fait pas un peu 3-4 ans où ça a été un peu en dents de scie, parce que la saison dernière, il est excellent, mais la saison d'avant, on commençait à dire, ah, c'est moins bien, C'est pas sa faux, ouais. défense près du cercle, elle était moins bonne, et au final, l'année d'après, il est bien revenu, à voir ce qui va se passer cet été, en soi, pour son profil, il a que 32 ans, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, on avait tous noté sa synergie avec Karl Anthony Towns, qui était vraiment très bonne, et qui probablement avait compensé un peu, peut-être une baisse un peu physique individuelle, par une très très bonne synergie, une très bonne complémentarité entre les deux, quoi. Mais synergie que je trouve Randle et Gobert ont su trouver sur la deuxième partie de saison et c'est assez rare. Donc j'avais fait un article là-dessus, donc autant je le redise. Mais pour le coup, je trouve que là, c'est quand même une série où ouais, c'est compliqué de vivre parce que le type de passes qui sont nécessaires pour aider Rudy, elles sont quand même un peu risquées. Et face à cette défense-là, il faut déjà que le joueur qui se fasse la passe arrive à se créer, on va dire, une forme de dynamique et Randle n'y arrive pas. Et en plus, bah, tu sais qu'il y a un risque d'interception qui est assez fort avec cette équipe. Donc, bon, Ouais, tout à échec de fait. base. Tout à fait. Je reprends la main. Pour le Vas-y, vas-y. coup, on l'a un peu esquissé en travers depuis le début. Mais je voulais quand même qu'on se fasse un point sur Anthony Edwards. Et sur la défense Mhm. sur Anthony Edwards, qui est central, hein. Enfin, on est obligé d'en parler. C'est-à-dire que faut jamais Oui, oui, oublier clairement. que tout le plan d'OKC en fait n'est construit qu'autour d'Anthony Edwards. Hein. C'est quand même et le reste c'est des adaptations. Mais le plan défensif est construit là-dessus. Moi, ce que je trouve notable, hein, déjà, le premier truc dont on se rend compte, c'est l'hyper-agressivité qui est sur lui. Mais alors, c'est un point. Il respecte Anthony Edwards autant qu'il respectait Nikola Jokic. Hein. Il est ciblé à un point impressionnant. On a beaucoup parlé du game 1. Mais on voit aussi que dans la suite de la série, ils ont continué à le cibler beaucoup. Dans le game 1, on l'a beaucoup vu balle en main. Ils ont été très agressifs dans des situations à l'arrêt. Ça lui a pas permis de prendre beaucoup de tirs. D'ailleurs, lui, après en conférence de presse, a dit qu'il félicitait la défense du Thunder, qui lui avait pas permis de jouer son jeu et qu'il allait devoir avoir des adaptations. Lui-même avait déjà commencé à parler de peut-être jouer plus sans ballon, d'arriver dans des situations plus dynamiques. Et c'est ce qu'on a vu au game 2. Et pour le coup, dans le game 2, il a été plutôt à l'aise. Il a été plutôt à l'aise aussi dans le game 3. Pour le coup. Et là, ce qu'on a vu au game 4, c'est que OKC a rechangé un peu son plan. Ils ont dit, ok, on a compris, on pourra pas te prendre à deux sur le drip parce que tu es dans une situation trop dynamique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement te bloquer l'accès au cercle. Et quand je dis complètement, c'est complètement. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est à partir du moment où Anthony Edwards attaque le cercle, ils viennent aller à deux
aller à 3, Ouais, parfois même à ouais. 4, ils viennent à balle sur lui pour essayer de le gêner. Et c'est là où on voit une grosse différence entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander. C'est que là où Shai Gilgeous-Alexander, dans ces situations, est très très fort pour récupérer des fautes, on a dit un peu avant, Anthony Edwards l'a pas. Et on l'a beaucoup vu essayer de le faire dans le Game 4. Je sais pas si tu as noté, mais il a fait beaucoup de, tu sais, pas des Eurosteps, mais des espèces de steps un peu longs avec les mains tendues vers les joueurs pour essayer d'aller chercher des fautes. Il en a pris quelques-unes, mais pas tant que ça. Non. Et il n'arrive pas en fait à bloquer ce cadrage qu'il a du cercle en allant chercher des fautes. Et du coup, il est un peu coincé et il le cadenasse plutôt très très bien, OKC. Ils le font bien et d'autant que, en fait, ils ont fait un choix aussi que je trouve intéressant, c'est que on a vu Edwards travailler sur ce pull-up à 3 points toute la saison pour justement avoir cette arme qui permet d'accéder mieux au cercle. Mais là, en fait, le Thunder, ils se disent, bah, tu sais quoi, prends-le si tu veux. Nous, on passe sous les écrans. Parce que le but, c'est que quand tu sors de l'écran, si tu prends pas ton pull-up à 3 points, on soit déjà là. Et en fait, il a eu des matchs où il a eu, je trouve, des tirs ouverts de qualité et c'est pas rentré. Mais au global, je trouve que le pari est très très gagnant et t'as effectivement ce truc absolument horrible où au moment où tu te projettes vers le cercle, bah t'as au moins deux voire trois défenseurs comme tu disais sur toi. Et si tu t'arrêtes, c'est là que ça génère énormément de pertes de balles quoi. Parce que sur leurs mains sont trop actives, que ce soit sur le côté un peu angle mort, ils vont venir te chercher directement, soit toi tu vas tenter une passe, et en fait ils coupent trop bien la ligne de passe, et je pense l'enjeu de la série pour les Wolves, c'est de trouver le bon équilibre entre on aide Edwards à aller au cercle, mais on le fait pas trop par répétition, parce que si il s'empale sur la défense du Thunder, en fait on se tue de l'autre côté du terrain, quoi. Et ouais, il y a eu, je trouve, dans le game 2 et 3, des bonnes solutions. Et je trouvais que dans le game 4, il a effectivement cherché des choses, mais il a été transparent en première mi-temps, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi du tout à trouver de position. Mais pour autant, je trouve quand même intéressant ce qu'arrive. Il a ce problème-là. Il n'arrive pas à chercher de fausses qui ne permet pas de couper là, ce truc-là qu'ils essayent de faire. Mais pour autant, moi je trouve qu'il est assez intéressant. Déjà, on en a parlé, mais j'ai bien aimé l'adaptation, bien aidé par Chris Finch entre le match 1 et match 2-3. Mais même match 4, alors oui, il est un peu transparent, mais je trouve il a quand même la lucidité de se dire je vais pas forcer. Parce que Mm. si je force, ça va être cata. Il l'a un peu fait au match 3 quand ils avaient de l'avance, où il s'est un peu fait plaisir. On le voit, il y a cette scène que tout le monde a vue là, où il prend un mi-distance sur 3, je crois il y a 4 défenseurs sur lui, Oui, oui, à la Kobe. Ouais. mais qui représente bien la défense qui est appliquée sur lui. Et je trouve qu'au match 4, il est intelligent, il force pas, parce qu'en fait, ça crée beaucoup d'espace en fait. Ça crée énormément d'espace pour les autres. Et il accepte en fait de faire tourner un peu la balle. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles au match 4, on voit un très bon match de Nickel Alexander-Walker, de Jaden McDaniels et de Donte DiVincenzo, c'est parce que là, pour le coup, eux, ils profitent complètement de la gravité d'Anthony Edwards, qui a cette lucidité de essayer de faire vivre la balle quand même, tu vois. Je suis d'accord, mais en fait, c'est là où c'est toujours compliqué, c'est que tu te dis s'il n'y a pas une telle adresse de ses coéquipiers et qu'il n'y a pas des joueurs qui sont du coup responsabilisés beaucoup plus. Tu vois, on a vu NWA qui est, j'ai pas tenté son nom, Alexander euh, Walker, je pense qu'il ouais, faut ouais, s'arrêter Alexander ça. Walker, ouais, c'est ça, qui est responsabilisé carrément un peu en meneur de jeu, qui a ses pick and roll, etc. Ça quand même, ça oblige des joueurs un peu à sortir de leur rôle. Et heureusement qu'il y a une telle adresse à 3 points et même une bonne adresse finalement dans le mid-distance de ses coéquipiers parce que sinon on dirait juste c'est un non-match de Anthony Edwards quoi. Bah, de toute façon, tu l'avais dit d'ailleurs hein, dans un podcast qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui c'est très compliqué de voir des joueurs réussir à enchaîner les grosses perfs, peut-être plus qu'avant, parce que les défenses ciblent tellement que Mm. tu sais pas trop comment tu pourrais faire. Et effectivement, il y a un peu ce côté-là. Moi, tu vois, je trouve d'ailleurs que les matchs de ces gars-là doivent être un peu plus jugés juste à l'aune de l'efficacité offensive globale, en fait, tu vois. Parce que le pire Ah. des cas aurait été qu'il force, je trouve, et que il s'empale dans une défense qui cherche en fait à le faire forcer. Or, les minutes où il est sur le terrain, pour le coup, l'attaque fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, sur les minutes où il est sur le terrain, ils sont à 125 d'offensive rating dans le match 4. Enfin, tu vois, c'est ok quoi. Tu peux, c'est même plus qu'ok. Tu peux accepter ça. Et je trouve son adaptation intéressante. Mais OKC met parfaitement à profit le fait que le roster il a un poil faiblard quoi. Qu'il a un poil faiblard en attaque et qu'il manque peut-être là où t'as des équipes qui ont allé un gros relais ou deux gros relais. Bah eux ils ont un bon relais avec Julius Randle mais qui peut être un peu Mm. on-off et le reste c'est pas le cas et du coup ils sont dans un truc de on va jusqu'au bout de cette idée. On le bloque à fond et même dans le match 4 où DiVincenzo ou Alexander Walker et où McDaniels sont à droite, ils s'en foutent. Ils continuent dans le truc de on veut surtout pas que Edwards fasse le match.
Oui, parce que de toute façon, sur l'ensemble de la série, ils savent que ce truc-là, il est pas tenable, tu vois. Là, je Ouais. crois que ce dernier match, ils sont à 47 ou 48% à 3 points. Bon, ils ont réussi à prendre un match dans ces circonstances-là. Ça prouve bien que ça marche, quoi. Et oui, je suis d'accord. Moi, c'est un truc que je pense depuis longtemps sur les Wolves, c'est que il leur faut un autre guard, pas forcément un meneur de jeu, mais un autre guard qui leur permette d'apporter des minutes, que ce soit de manière, on va dire, autonome, mais aussi pour les autres, parce que quand Edwards est ciblé comme ça, c'est compliqué pour eux de survivre. Et là, ils ont survécu vraiment par du shot making et par la qualité, je trouve, des écrans qui ont été faits off-ball, qui a permis d'ouvrir beaucoup de shooters, mais sinon, Énormément dans les corners. Ils ont trouvé énormément de tirs dans le corner ouais, sur des écrans. Il y a des petits oublis quand même de Casey parfois sur ces aides-là. Shai Gilgeous-Alexander il y avait pas mal là-dessus, hein, sur les petits oublis quand il y a les aides et sur des bons écrans effectivement posés pour les shoots dans le corner. après, la décharge de SGA, c'est souvent aussi des situations où en fait il doit gérer deux shooters. Et effectivement, avec l'écran en plus, ça devient un peu intenable parce que c'est un peu le prix à payer d'une défense aussi agressive, quoi. Mais oui, je suis d'accord, il y a eu quelques petites. Mais d'ailleurs, les Wolves ont ciblé cet élément que tu as donné. C'est pas pour rien qu'ils ont donné 2 first picks pour récupérer Rob Dillingham à la dernière draft. Il est jeune, hein, c'est un rookie, mais C'est à ça. terme, le but c'est de pouvoir faire un duo avec Edward, je pense, et apporter plus de danger, quoi, pour le coup. Et on le verra sans Ouais, doute plus l'année et prochaine. clairement. Et s'il y a des fans des Wolves qui écoutent, moi quand même la belle surprise de cette série, c'est Terrence Terrence Shannon Shannon. Jr. Ouais. Sacré bête quand même, hein. Ah, parce que si offensivement il arrive vraiment à régulariser son jeu, défensivement c'est assez impressionnant je trouve encore. Ouais, et puis il a une belle explosivité en attaque, je Mm. trouve, pour le coup. Et c'est un peu pato ce qu'il fait, ça rentre, tu sais pas trop comment, mais il fait des bons passages en tout cas, match 3 et match 4, notamment Ouais, match 3, où il est vraiment, vraiment très très bon. Et match 4, il le relance, il est pas mauvais d'ailleurs, hein, sur la dizaine de minutes qu'il joue, il est les pas deux fou, hein. mais il est pas Mm. mauvais, ouais. Ouais, il est pas mauvais. Ouais. Clairement. Pour le coup, il a son apport. Est-ce que toi, t'avais un autre point que tu voulais aborder? Alors comme tu sais mes notes sont toujours très très bien construites, donc si tu en as un vas-y. Sinon je Non, fais une moi petite on avait relecture en passé même temps. les 4 gros points qui me semblaient importants. La défense sur Edwards, SGA qui est un peu en tueur de prise à deux sur cette série pour l'instant et vraiment qui... Bah là, tu vois, je trouve ça Ok. cool de le voir faire cette série-là, et Rudy Gobert et Chet Holmgren. Non mais écoute, c'est bon, merci, il m'a laissé le temps de me relire. Non c'est bon, j'ai pas d'autres points. Alors peut-être juste un tout dernier Euh, truc, mais c'est vraiment en Pringles, tu vois, de fin de soirée. McDaniels, c'est une bonne série. Et McDaniels, c'est pas sa première bonne série des playoffs. Et moi qui m'étais dit, j'arrête d'y croire parce qu'il m'a gonflé à mettre des espoirs en lui et ça marche jamais. Il a été très bon contre les Warriors, il a été très bon contre les Lakers. Et là, il est vraiment bon contre OKC. Très bon dans le tir mi-distance, pour le coup. Adroit à 3 points, capable d'attaquer le cercle. ouais. C'est encore Tout ça en va être un peu ayant juste pour être une troisième option. Mais là, il commence à se dégager peut-être un truc intéressant pour McDaniel. Ça nous donne un peu envie d'y croire pour la saison prochaine, peut-être, tu vois. bah, il force plus en shot making, mais j'ai l'impression que de toute façon c'est le cas en playoff en général où il fait plus d'efforts sur le shot making qu'en saison régulière où il est toujours un peu trop discret. Mais ce reste joueur c'est tout en ayant une charge défensive assez énorme. Et je crois que c'était Edwards qui disait ça dans une conférence je crois, du début de série où il dit il est infatigable en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand tu vois le nombre de coverage défensifs qu'il fait, d'arriver en plus à peser comme il fait en attaque et en étant lucide offensivement, c'est plutôt un bon point je pense. Il lui manque juste un peu de handle pour. Je sais pas si ça arrivera à être un joueur à terme L'économie, qui peut ouais. aller chercher des fautes, tu vois, par exemple. Son handle, du coup, l'empêche un peu. Donc, oui, il se réfugie plutôt dans du mi-distance où il est pas maladroit. Mais il lui manque juste ça, tu vois, une vraie capacité à aller chercher des fautes pour passer un cap. Mais en tout cas, il est une des raisons pour lesquelles les Wolves alors, sont à 3-1, mais à un moment donné, on arrive à y croire un peu dans cette série, quoi. Il est une vraie raison, et je veux dire notamment une vraie raison offensive, je trouve. Ce qui fait un très Vraiment. bon match 3 et match 4 où ils perdent, hein, mais il est vraiment impactant en attaque sur ces deux matchs-là, quoi. Et de toute façon, aujourd'hui, Match le, 2 également. le plafond des Wolves, il est offensif et c'est vrai que ouais, ils ont besoin d'avoir des joueurs qui prennent un peu plus de place offensivement et ça passe effectivement par la draft avec le Rob Dillingham si un jour il est jouable défensivement. Ça passe par McDaniel, ça passe par éventuellement quelques surprises à la Terrence Shannon Jr. où tu te dis comment on fait pour trouver un peu des points en autonomie facile au relais de Edwards slash Randle s'il décide de continuer dans cette direction-là, quoi. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, qu'on aurait dû aborder, mais en fait, on en parle tellement tout le temps de ce truc-là que je comprends qu'on n'en ait pas fait un vrai point, mais forcément, c'est la bataille des possessions. On sait contre Ouais. OKC, c'est essentiel, on l'a un peu fait en filigrane.
Ils ont perdu la bataille des possessions pour le coup au KC lors du match 3. Et il me semblait, alors j'essaie de retrouver la stat. Est-ce que tu sais Il y a un quelle truc énorme sur le 4. Je crois qu'il y a 55% d'offensive, de rebonds offensifs non, pour une équipe dans le game 4. Alors il y a ça aussi, mais la stat que je voulais te donner, c'est est-ce que tu sais depuis quand OKC n'avait pas perdu la bataille des balles perdues justement? Tu veux genre des pertes de balles en sens de style, Exactement. en gros? Ouais, c'était quand la dernière fois qu'ils avaient Peut-être, perdu cette peut-être bataille. alors, j'imagine que vu que tu me dis ça, c'est très loin, donc en saison régulière. Mais Ouais, sinon, j'aurais dit Memphis, il y a peut-être eu un match où ça a été le cas, mais. depuis le 25 mars. Ils n'avaient pas Ok. perdu la Ah, bataille des balles perdues c'est ouf. depuis le 25 mars. Comme un Ah, truc c'est de ouf. dingue. Et donc, Quoi. c'est Game 3 où ça a Et basculé, Game 3, ils j'imagine. l'ont Parce perdu que... Ouais. contre les Wolves. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc en fait, OKC, c'est une équipe qui gagne tout le temps la bataille des pertes de balles. Ce qui rappelle aussi à quel point ils sont méta. Ils ont juste un mec qui est en Ouais, méta, c'est leur meilleur joueur. c'est Pour ça. le coup. Et d'où on parlait aussi du fait que contre eux, gagner la bataille du rebond offensif, enfin du rebond global d'ailleurs, c'est crucial parce que ça permet de compenser aussi ce jeu de transition et ces pertes de balles qui te tuent, quoi. Ouais, tout à fait. Et effectivement, pour l'instant, l'équipe qui a gagné dans cette série à chaque fois le match, c'est l'équipe qui gagnait la bataille des possessions. Ouais. Mais bon, on en parle tellement souvent que moi j'en ai un peu marre qu'on en Oui, parle dans tous les podcasts c'est de ça, de les tout le four monde. factors. La bataille des positions, on a compris. Si tu peux prendre 10 tirs de plus que l'autre, tu as plus de chances de gagner. Quand bien même t'es moins efficace. C'est l'action Sauf du si t'es les jour. Rockets, parce que bon, voilà, mais. Oui, parce que là, vraiment, l'efficacité est trop catastrophique. Bon, on va être curieux quand même de voir la suite. Ça devrait être terminé là. Jérém, c'était d'accord, là, OKC file quand même assez vite au titre. Hein. Faudra voir contre Indiana, qui a une très bonne attaque, si l'attaque d'OKC se grippe un peu, si Indiana Il déjà vient va en d'avoir finale. en finale, hein. Si Indiana va en finale. Je vois pas du tout un monde où les Knicks pourraient les battre. Mais alors vraiment pas. Indiana, je me dis, il y a un scénario où Indiana est vraiment très très bon en attaque et OKC fait une série offensive un peu comme contre Denver. Pourquoi pas, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Comment Ouais, tu la vois la suite de cette série contre les Wolves? Est-ce qu'ils terminent à domicile au match 5 ou est-ce que ça se prolonge un peu? je dirais. En fait, j'ai l'impression que le seul match où on a vu le Thunder un peu dérailler complètement, ça a été le match 3, qui était un match un peu où de toute façon les Wolves devaient survivre et où ils ont été hyper agressifs défensivement. J'espère qu'ils vont revenir avec cette mentalité-là pour essayer de faire basculer le match. Ce qui m'inquiète, c'est que même s'ils reviennent avec cette mentalité-là, il y a un truc quand même, c'est que les role players, globalement, dans les playoffs, ils sont quand même beaucoup plus adroits à domicile. Et j'ai l'impression que là, ils ont laissé passer le coche en ratant ce Game 4. C'est pour ça que j'ai introduit là-dessus, c'est que pour moi, ce Game 4, il fallait à tout prix que tu le prennes si tu voulais aller au Game 7. Et ouais, j'ai peur que ça s'arrête au prochain. Ouais. Ils sont horribles les diffuseurs parce qu'ils mettent tous là au début des matchs la stat. En gros, quand t'es à 2-0, quand t'es à 2. Et en fait, c'est horrible. Ouais, T'as l'impression, t'as envie de dire, ok, donc en fait, c'est à 2-0, c'est bon, c'est terminé c'est quoi. fini. En fait, c'est terminé si on est. Mettez-moi pas ça, moi je vais y croire, tu vois. Clairement. Je peux me dire, il y a une chance que Et ça surtout se qu'en plus, renverse. ils prennent un truc all-time, tu vois. Donc à chaque fois, tu te dis, bon, d'accord, mais respectez les équipes en présence, tu vois. Ouais, Genre, exactement. C'est super frustrant. T'as envie de dire, ok, donc en fait, il y a 2-0, ça y est, c'est terminé, quoi. Super, merci. c'est Euh, quand même pas les bons signes, on va pas se mentir. mais c'est quand même Mais bon. effectivement bon signe. Ouais, ça met beaucoup de pression sur l'équipe qui derrière doit enchaîner deux matchs et Minnesota s'est planté. Alors, c'est vraiment des anecdotes. Mais ce matin, j'y ai quand même cru. Parce que je sais pas si t'as vu sur ton League Pass, mais en fait, il restait énormément de temps dans le quatrième quart-temps. Je me dis, putain, ça va peut-être aller en prolongation cette affaire. Et en fait, non, c'était juste le jeu de faute qui a fait durer le temps à mort. Mais Ah, ok. je me suis dit, Non, moi, je me suis vu le temps qui reste, il y a peut-être une prolongue. Et non. je me suis réveillé, ouais, non, clairement. Et non, il y en avait pas. J'ai vu le score, je me dis, ok, c'est réglé. Moi, je pense que ça va se terminer au match 5. Pour le coup, qui est Mm. très très dur à prendre à domicile. Et l'occasion est trop belle là, de pouvoir finir. Enfin, t'es tellement dans des conditions favorables pour gagner au match 5 que y a pas de. Enfin, faut pas se louper, quoi. Tu vois, ce serait con en fait de perdre, de repartir à Minnesota. T'es pas à l'abri de te mettre en difficulté. Enfin, bref. Moi, je dis fin au match 5. Après, je Pour suis le coup. d'accord, mais enfin, globalement, ce qui ressort d'une défense comme le Thunder, c'est que tu prends pas plusieurs matchs d'affilée. En tout cas, pas plus de deux à une équipe comme ça, j'ai l'impression. Et les Wolves ont pas énormément de marge, et même quand ils en ont eu, c'est pas tombé de leur côté de manière systématique. Donc, bon, voilà. Même s'ils prennent le 5, je pense que la série, elle est terminée, malheureusement. Essayons aussi de. Je vois beaucoup de frustration, j'en ai moi-même face à l'équipe du Thunder que j'aime pas toujours voir jouer, mais essayons quand même de profiter. On a la chance de voir une équipe qui est vraiment, je pense, une équipe all-time. Je pense que quand on fera la rétrospective sur la saison qu'on vient de passer, en fait, on se rendra compte que s'ils sont champions, que c'est sans doute la meilleure équipe des 6-7 dernières années en fait à avoir été championne. Alors les Boston étaient très forts l'année dernière, mais avec un énorme compromis, et donc voilà, faut aussi en profiter parce que l'été va vite venir et qu'on sait pas ce qui peut advenir dans le futur, notamment avec Ah, ce bah, nouveau clairement. CBA.
Non, mais d'autant que, alors moi, ma frustration personnelle elle vient du fait que j'aurais aimé les voir batailler un peu plus dans la série, étant fan des Nuggets, qu'on valide pas notre effectif en se disant, ah, on est les seuls à avoir poussé en 7. Mais malheureusement, je crois que ouais, on va vers cette voie-là. Que c'est mort. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux. On parle tous un peu des matchs là qui se déroulent. On essaye tous de vous donner un peu d'infos. Et puis, écoutez, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.